dimanche à vous, très heureuse de vous retrouver. On y va pour notre sommaire. Le métier de coach de vie est selon ceux qui l'ont choisi plus une vocation qu'une activité professionnelle. Alors que peut faire un coach pour vous? On en parlera. L'adolescence est par définition une période délicate, mais lorsque des difficultés scolaires viennent s'ajouter, cela rend les choses plus compliquées. Alors comment aider votre ado à dépasser ces difficultés scolaires? Pour ceux qui ont des objectifs sportifs à atteindre très vite ou qui ont un emploi du temps qui ne leur permet pas de s'inscrire dans une salle de sport, il y a le coach sportif individuel. Nabil Hassem testera pour nous une séance individuelle. Dans quelques semaines, nous passerons à l'heure d'hiver. Est-ce que les modifications qui l'accompagnent ont un impact sur notre bien-être? On en parlera également. Je retrouve tout de suite mes invités pour répondre à tous ces points. Pour vous, bien sûr. À tout de suite. Très bon dimanche à vous. On espère que vous êtes bien installés devant votre écran, en famille éventuellement et après un bon petit déjeuner. On y va pour nos différents sujets avec nos invités. Merci beaucoup d'être là. Soraya Drissi, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes coach certifié, hypnothérapeute. Et avec vous, justement, pourquoi un coach de vie? Que peut faire un coach de vie? On en parlera dans quelques instants. À côté de vous, Iman Belhassan. Bonjour Iman. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Avec vous, justement, ces ados en difficulté, comment les aider? Le début de l'année, eh bien, nous sommes encore, on va dire, en plein mois d'octobre. L'année a démarré il y a quelques semaines et puis les premiers petits résultats commencent à tomber. Et si l'adolescence venait un petit peu entraver cette scolarité, eh bien, on en parlera avec vous. Vous êtes coach certifié scolaire adolescent. On parlera également tout à l'heure avec Nabil Hassem du coach sportif individuel. Une séance de coaching sportif, ça va bien le faire transpirer, Nabil, j'en suis sûre. Et Dr Omar El-Araqi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes spécialiste du sommeil. Et avec vous, justement, eh bien, nous allons voir si ce passage à l'heure d'hiver, le 28 octobre prochain, eh bien, est-ce que ça a un impact sur notre bien-être? Merci. Merci à vous d'être là. Merci beaucoup. Très bon dimanche à tout le monde. Merci. Alors, on commence par quoi? On commence par le coaching de vie. D'ailleurs, il y a 2 coachs sur le plateau. On aura un coach sportif tout à l'heure également. Le coaching de vie, c'est véritablement quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Pour certains, c'est presque une alternative aux psychologues. Et c'est notre premier sujet avec vous, Soraya Drissi. On en parle, mais juste après, un petit reportage réalisé par nos équipes. Soraya Drissi, vous êtes coach certifié, hypnothérapeute, un coach de vie ou une coach de vie, pourquoi? On va en parler avec vous dans quelques instants, mais d'abord ce micro-trottoir. Je n'ai jamais eu recours à un coach. Oui, effectivement, j'ai déjà eu recours à un coach pendant presque 2 mois, mais malheureusement, j'ai dû arrêter parce que c'est pas donné. Oui, j'aimerais bien essayer un coach. Non, malheureusement, j'ai jamais eu affaire à un coach. Un coach de vie? Non, pas vraiment. Moi, quand j'ai des problèmes, je vais voir ma mère. Et en plus, c'est gratuit. Alors justement, un coach de vie, pourquoi? Oui, non. Une mère, est-ce que ça peut être un coach de vie? En plus, c'est gratuit, selon la personne que nous venons de voir à l'instant. On en parle avec vous, Soraya Drissi, coach certifié, hypnothérapeute. Merci encore une fois d'être là. Merci. Alors, dites-nous, un coach de vie, c'est qui? C'est quoi comme formation? Qui est le coach de vie? Alors, un coach de vie, c'est quoi comme formation? C'est une formation d'accompagnement qu'il suit pendant un certain temps sur quelques techniques de thérapie brève, d'observation, d'écoute, de questionnement. Et, ça, c'est par rapport à sa formation. Mais en fait, le coaching en soi, il consiste en l'accompagnement de personnes dans la définition et la réalisation d'un objectif précis. Ça permet en fait à la personne de pouvoir développer, retrouver ses ressources, développer son potentiel et tout ça au bénéfice d'une réussite dans le cadre personnel ou professionnel. Alors justement, la différence entre ce que peut apporter un coach de vie et ce que peut apporter une discussion au sein d'une famille avec sa mère, avec sa sœur, avec son père, avec son frère. C'est quoi la différence? Alors, la différence, elle est grande. Et en fait, c'est ce recul
la neutralité, le non-jugement et aussi une certaine confidentialité. Quand je dis non-jugement, c'est-à-dire qu'avec un ami, en fait, il va me parler selon son point de vue, selon son propre filtre, comment lui il voit la chose, et limite, il aimerait bien que son avis soit pris en compte. C'est-à-dire, voilà, il a mis du temps pour échanger avec moi. Il s'implique. Alors qu'un coach, en fait, il n'a pas ni de projet, ni de vue sur le client. C'est à lui de trouver sa solution par lui-même. L'idée, c'est d'arriver à l'accompagner pour qu'il puisse trouver cette solution à travers un questionnement, à travers une remise en question, à travers un ensemble même d'exercices et de méthodes qui permettent ça. Ok. Alors, c'est quoi la différence avec un psy ? Parce que vous dites un questionnement et vous ne donnez pas de solution, un psychologue non plus ne donne pas de solution, c'est une écoute. C'est quoi la différence entre le coach et l'image du divan chez le psy ? Alors, le psy va être plus axé sur le passé, sur l'enfance, l'adolescence et le pourquoi. C'est une analyse. C'est une analyse, le pourquoi de la chose. Le psy va être plus axé sur une détresse psychologique, le soin. C'est-à-dire il va être plus dans le soin de certaines pathologies, alors que le coach, il est plus axé ici, maintenant et futur, plus dans l'action que dans les échanges et les discussions. En fait, on ne discute pas pour discuter. L'idée, c'est que la personne arrive à mettre en place un certain nombre d'actions qui pourraient l'aider à réaliser son objectif. Ok, alors l'ici et maintenant, est-ce que ce n'est pas aussi souvent lié avec le passé ? C'est un peu le dilemme des gens qu'on a pu rencontrer également en off pour préparer l'émission, qui nous disent très bien, mais comment je peux savoir si je peux aller voir un coach ou un psy qui me dit que mon blocage n'est pas dû à autre chose ? Oui, il se peut que le blocage soit dû à autre chose. À partir du moment où on arrive à définir c'est quoi le blocage, on travaille sur quelles sont, par exemple au niveau d'un coach, quelles sont les croyances limitantes qui font que je suis bloquée par rapport à cet élément-là. Mais si effectivement il y a une détresse, il y a une douleur par rapport au passé, c'est clair, par moments, on peut aborder même le deuil, mais pas d'une manière assez profonde, de telle sorte à ressortir les cadavres. C'est ça ce que... C'est ça. Vous arrive d'orienter oui. Systématiquement. Vers un psychologue, un psychiatre ? Systématiquement. C'est-à-dire que s'il y a une personne, elle a besoin d'aller comprendre pourquoi, de peut-être travailler un deuil assez profond, et que ces éléments-là pourraient même l'empêcher à envisager en fait des objectifs, mettre en place un certain nombre de choses. C'est clair que ce passage, il sera nécessaire, sinon le coaching ne servira pas à grand-chose. Ok. Il y a pas mal d'interrogations de nos téléspectateurs qui réagissent sur notre page Facebook Média TV. On va revenir sur les questions dans quelques instants, mais je vous pose la question, Iman Belhassan, vous êtes aujourd'hui coach certifié, scolaire adolescence. Avant, vous n'étiez pas du tout dans le coaching, vous étiez dans autre chose, vous étiez dans les airs. Quelqu'un a vendu la mèche. On se renseigne quand on fait une émission. Oui, tout à fait. Vous étiez pilote. Oui, j'étais pilote, effectivement. Absolument. Et donc, de pilote, vous avez décidé de tout arrêter, de redescendre sur Terre et de vous intéresser à l'humain, au coaching. Pourquoi ? En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais bon, effectivement, je me suis intéressée au coaching, d'abord pour moi-même. Donc, c'était une étape personnelle, une phase personnelle. Et ensuite, après avoir fait du coaching de vie, coaching professionnel, j'en suis venue à ma prédilection, qui est le coaching scolaire. Je pense que les enfants aujourd'hui, les adolescents sont dans une grande souffrance à cause des performances qu'on leur demande. C'est ça. On va en parler dans quelques instants, mais l'idée pour moi, c'est de vous amener vers cette histoire d'avion et de coaching, deux mondes complètement différents, et finalement, vous avez adopté le coaching le coaching n'est pas spécifique comme au vocation. métier. Le coaching n'est pas spécifique au métier. Je veux dire, mon métier, je suis pilote, je serai toujours pilote, c'est bon. Ça. Mais le coaching, c'est une... comment dire ? C'est une vocation. C'est quelque chose... C'est un mode de vie ? C'est un mode de vie, bien sûr. Si on n'en a pas les aptitudes, on n'y arrivera pas. Il faut avoir un certain recul, être d'un certain âge aussi. On ne peut pas être coach à 20 ans.
à moins d'être coach sportif. Oui, absolument. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Alors, docteur Amal Haraki, ça vous a déjà interpellé, intéressé, ces métiers du coaching, de l'accompagnement? Vous faites de l'accompagnement avec vos patients, bien sûr, mais le coaching de vie? Le coaching de vie, sincèrement, jusqu'à présent, je ne me suis pas intéressé. J'en ai entendu beaucoup parler, mais je n'ai pas eu réellement contact avec... Et vous pensez pouvoir un jour, éventuellement, faire appel à un coach de vie? Pourquoi pas? Oui. Oui. Si le besoin se présente, pourquoi pas? Si le besoin se présente, quels sont, on va dire rapidement, vraiment en quelques secondes, qu'est-ce qui pousse les gens à venir vous voir, Soraya? L'envie de changer. L'envie de changer ou l'impression de stagner et d'avoir envie qu'il se passe quelque chose, enfin, changer soit dans le relationnel, soit dans le cadre professionnel, soit j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein de projets, mais je me sens... J'arrive pas à bouger. J'arrive pas à bouger, je me fais pas confiance, je pense que j'y arriverai jamais, j'ai plein de rêves, plein la tête et je sais pas comment faire. Vous êtes une forme de catalyseur en fait. Le coach est un catalyseur de... Oui, forme de catalyseur et aussi... propulseur. Propulseur. Aérodynamique, comment on dirait ça dans le monde de l'aéronautique? C'est juste, des fois, parfois, il s'agit juste d'essuyer la buée qu'il y a sur les lunettes de la personne. C'est ça. C'est joliment dit. Nous avons des questions pour vous, Soraya. Mais je pense que c'est plus joliment dit. Joliment dit, exactement. Vous êtes un essuie-glace. Un essuie-glace. Voilà. Alors, on a des questions de téléspectateurs. On y va pour la première question. Je ne comprends pas comment une personne peut résoudre tous les problèmes de ma vie. Est-ce que c'est votre objectif de résoudre les problèmes de tout le monde? Alors, un coach de vie ne résout pas du tout les problèmes de la vie de qui que ce soit. Par contre, il permet à la personne de comprendre quelle est sa problématique et d'aller retrouver ses propres ressources pour régler par elle-même son problème. C'est-à-dire que c'est pour ça que le coach n'est pas du tout ni dans la solution, ni dans le conseil, ni il va voir comment exactement il faut résoudre ce problème-là, mais bien au contraire, c'est en posant des questions à la personne, elle arrive à comprendre déjà qu'est-ce qui a fait qu'elle en est là et qu'est-ce qu'elle peut modifier, peut-être en termes de comportement, peut-être en termes en acquérant de nouvelles compétences ou en changeant d'attitude. Mais vous êtes d'accord que le coach de vie, le métier de coaching de vie n'est pas encore bien cerné par la population et que ce genre de questions sont légitimes? Oui, tout à fait. Absolument. Tout à fait. On y va sur la deuxième question? Allez, on prend notre seconde question. On devient comment, coach de vie? En faisant une formation. Est-ce qu'il faut suivre soi-même une psychothérapie en amont, se nettoyer avant pour éviter tout ce qui est projection, etc. C'est très, 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 très recommandé. Limite, je dirais, c'est-à-dire comment une personne qui n'a pas fait un travail sur elle-même pourrait accompagner quelqu'un d'autre qui est en demande en détresse. Et surtout, en fait, pour, comme tu le dis, éviter la projection, éviter que certaines histoires viennent me rappeler mes propres histoires et peut-être que je ne puisse pas être neutre vis-à-vis de la personne et que je ne puisse pas vraiment lui apporter... Mais ce n'est pas encore un métier qui est véritablement codifié de par le monde, pas uniquement au Maroc. Oui, de par le monde, même en France, il n'est pas encore codifié. C'est-à-dire ce domaine de relations d'aide. Absolument. C'est pour ça qu'il faut vraiment dire aux téléspectateurs, on peut les encourager à avoir un coach de vie, mais il faut faire attention chez qui on va. Oui et non, c'est-à-dire que comment ils peuvent vérifier? C'est ça la question. La question, c'est qu'à un moment, parce que là, on est dans le coaching, on n'est pas dans la thérapie, à un moment, de toutes les manières, c'est soit j'ai des résultats, soit je ne l'ai pas. Et on peut attendre des résultats au bout de combien de temps? Le processus, il est de 10 séances. Okay. Mais pendant le processus, l'intégrité de la personne, elle ressort. C'est ça. Donc, c'est des accompagnements brefs. C'est des accompagnements brefs. Un coaching doit durer un maximum de 10 séances. 10 séances, il y en a qui peuvent aller jusqu'à 15 et il y en a qui peuvent faire en 3-4 séances arriver à un objectif. Voilà. Et donc, vous dites, le repère, c'est que pendant ces séances, pendant le déroulement, la personne va se rendre compte elle-même d'une forme d'évolution. Oui, c'est-à-dire... S'il n'y a pas d'évolution, c'est que
de un, et est-ce que la personne, est-ce que le coach lui impose son point de vue? Est-ce qu'il lui donne des conseils? Est-ce qu'il a des projections sur ses objectifs? Dans sa manière d'accompagner, en fait, à un moment, vous vous sentez envahi dans votre réussite et dans votre cheminement. Merci beaucoup, Soraya Drissi, coach certifié, hypnothérapeute, d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, on continue l'émission ensemble. Alors, on va parler de quoi à présent? On va parler de difficultés scolaires. L'année vient de commencer, il y a quelques semaines, les premières petites notes commencent à tomber et puis vous vous rendez compte que votre ado commence également à avoir des difficultés. Est-ce que c'est un problème d'adolescence? Est-ce que c'est un problème autre? Nous allons en parler tout de suite dans notre rubrique Bien-être enfant-ado. Alors, Iman Belhassan, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez directement atterri dans le plateau d'Onzito. Absolument. Vous êtes coach certifié scolaire adolescent et cette thématique vous tient véritablement à cœur. Donc, on va en parler avec vous juste après ce petit reportage. Pour parler de l'adolescent, il faut d'abord définir ce que c'est l'adolescence. L'adolescence, elle est marquée généralement par des changements qui sont biologiques, déclenchés par des changements hormonaux de la puberté. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, un adolescent est un jeune âgé de 10 à 19 ans. Ce qui veut dire que l'adolescence, c'est une phase transitoire entre l'enfance et l'âge adulte. Généralement, les difficultés scolaires chez un adolescent sont bien évidemment la baisse des notes. Cette baisse des notes engendre beaucoup de conséquences, à savoir une perte de la motivation, l'envie de ne pas aller à l'école, donc l'angoisse de l'école, et puis forcément une certaine agressivité, que ce soit à la maison ou bien avec ses camarades de classe. L'échec scolaire s'explique par plusieurs raisons. La première, c'est que l'adolescent n'est pas concentré, et il n'est pas méthodique et n'est pas organisé. La deuxième raison, ça peut être un problème cognitif ou d'apprentissage sous-jacent. La troisième raison, c'est que l'adolescent ne voit pas le sens ni le but de l'école, parce qu'il entend à longueur de temps que les diplômes et que les études ne protègent pas du chômage. Chez les adolescents, il faudrait leur parler, savoir qu'est-ce qui ne va pas à ce moment-là. Est-ce que c'est un problème à la maison? Est-ce que c'est un problème à l'école? Donc définir quel est leur écosystème. Ensuite, cibler avec eux leurs problèmes d'apprentissage. Donc travailler avec eux la méthode, la concentration, la mémoire. Mais surtout, mettre en place une organisation de travail qui leur permet d'allier leurs loisirs, leur temps de travail et leur temps de sommeil. C'est très important pour les adolescents. Et puis surtout, balayer tous les réseaux sociaux qui polluent la tête de nos adolescents. Allez, retour sur notre plateau avec vous, Iman Belhassan. Vous êtes coach scolaire adolescent. Et en fait, si on a choisi de programmer ce sujet à ce moment-là, c'est parce que l'année scolaire vient de démarrer. Et puis, pour éviter l'échec scolaire, ne pas attendre la fin de l'année pour se retrouver avec quelque chose de négatif, rattraper le coup s'il y a quelque chose à rattraper pour l'adolescent. Est-ce que l'adolescence peut être synonyme de démotivation scolaire ? Bon, l'adolescence en elle-même, ce sont des bouleversements, comme a dit le psychothérapeute tout à l'heure. C'est une phase de transition critique, des bouleversements hormonaux, des bouleversements psychiques. C'est-à-dire que, bon, à un certain moment, un gamin qui a 10 ans, il va passer tout d'un coup d'un 38 à un 43, un corps qu'il va commencer à adopter. Donc, il y aura plein d'interrogations. Est-ce que ça vient perturber un petit peu la relation à l'école ? Alors, pour moi, ça ne la perturbe pas vraiment, parce qu'il est entre adolescents. Il sent entre adolescents. C'est vrai que la concentration ne va pas être la même, parce que déjà, tous ces bouleversements qui sont en lui vont être différents. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à un certain moment, c'est la famille qui va entrer en jeu, c'est ce qui se passe à l'école qui va rentrer en jeu et c'est aussi ce qui se passe en classe. Parce que la démotivation n'est pas, pour moi, n'est pas forcément liée à l'adolescence. Okay. Donc cet enfant, cet ado qui était jusque-là, on va dire, un élève normal, qui s'en sortait bien, démarre l'année avec des difficultés scolaires. Déjà, il y a ce qu'on appelle l'estime de soi.
Alors, un adolescent avec ce corps qui est en train de changer, qui est différent, qu'il doit apprendre à accepter et à intégrer, déjà, lui, comment est-ce qu'il va se regarder? Comment est-ce qu'il se voit? Donc déjà, si cette estime de soi de l'adolescent baisse, eh bien forcément, il va commencer à reculer dans tous ses domaines de vie, pas que le scolaire. Alors, les parents... intimement lié? C'est intimement lié. Baisse d'estime de soi et baisse de rendement? Bon, je n'aime pas ce terme, franchement, Yasmine, parce que c'est rendement, ça met dans la performance. Dans c'est le jargon scolaire, on n'y peut rien. Non, c'est pas le rendement, c'est juste la motivation scolaire intrinsèquement. Est-ce que je vais étudier pour moi? Est-ce que je vais étudier pour éviter les punitions? Est-ce que je vais étudier juste pour la note? C'est ça. Parce que maintenant, ce qui se passe dans la majorité des familles, c'est la note. Exact. Et c'est la note en fait qui interpelle les parents. Si aujourd'hui on en parle, c'est parce que les parents nous disent bon, les notes commencent à baisser. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux l'aider à remonter la pente? D'abord, toujours valoriser l'adolescent. Il y a une note qui baisse et tout le reste est bon. Et on ne parle pas du reste qui est bon. Le reste, c'est-à-dire? C'est-à-dire toute une matière, par exemple, une matière de prédilection des parents. Par exemple, les maths. Okay. Bon, l'enfant va avoir un 10, un 12, un 8, je ne sais pas, en maths. Bon, il aura, par exemple, 15 en physique, 15 en ADA, 20 en langue. Et non, toute la semaine ou tout le mois, on ne va parler que de cette note qui a baissé en mathématiques. Mais où sont tous les autres notes? Est-ce qu'on ne reconnaît pas l'effort de l'enfant? Il faut valoriser déjà ça. Du moment qu'on va valoriser, mais tu as eu 20 en maths, mais 20 en français, mais c'est excellent. Et c'est vraiment excellent. Donc valoriser le reste pour que cette note en maths finisse par venir. Parce qu'en fait, les parents ont peur. Quand l'élève, l'enfant, diminue dans une matière, ils se disent, est-ce que je dois rattraper très vite? Est-ce que ça va être le cas partout? Et est-ce qu'il va rester en chute libre dans cette matière? Non, mais déjà, si on ne commence pas par valoriser ce qu'il a fait ailleurs, déjà, on va le démotiver d'avance. Il se dit, moi, je travaille, et inconsciemment, c'est le message que lui transmettent les parents. Moi, je travaille, et après, ce n'est pas reconnu. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a rien du tout. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Ouais. Donc, après, qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il travaille les mathématiques, ce ne sera pas à long terme. Ce sera travailler la note pour éviter d'avoir affaire à cette colère des parents et à ce strict. Mais ce ne sera pas travailler pour lui, alors, pour comprendre. Je sais que le coach ne doit pas donner de solution, et tout à l'heure, Soraya le disait, pas de solution, des conseils, pas de conseils. Non, mais là, on passe dans le scolaire et c'est très différent. D'abord, il faut donner les moyens d'apprentissage à cet enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas compris? Déjà, qu'on voit ça. Est-ce qu'il n'a pas révisé? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas fondamentalement compris? Alors, en tant que parent, moi, je préfère ne pas s'ingérer dans les devoirs. Ah oui, carrément. Carrément. Suivre de loin. Comme vous avez dit, on observe une note qui diminue et tout ça. Mais jusqu'à quand observer? Il y a une note qui diminue, on en parle. Okay. On en dit, voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il te faudrait? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? L'impliquer. Ce n'est pas imposé. Par exemple, je viens, je dis, ah non, je te ramène un prof de maths parce que je pense que c'est pas bon, etc. Déjà, c'est imposé à un adolescent qui, lui, veut aller vers l'autonomie et a d'autres besoins à cet âge-là. Donc déjà, s'impliquer, voir ce qui ne va pas. Est-ce que les méthodes ne sont pas comprises? Son profil d'apprentissage? Comment est-ce qu'il apprend? Ses besoins. Ensuite, une fois que ce travail est fait, à ce moment-là, le prochain contrôle ou la prochaine note qui paraît pas bien, à ce moment-là, voir les choses autrement. Mais toujours en discussion avec l'adolescent. De quoi as-tu besoin? De quoi aurais-tu besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça donne des résultats? Ça donne des résultats. Ça donne des résultats plus probants que ce qui est imposé. Absolument. Probablement. Alors, on va revenir dans quelques instants aux questions des téléspectateurs. Docteur Amal, je m'adresse aussi au papa que vous êtes. Est-ce que vous retrouvez plutôt dans mon jargon à moi, rendement, note, ou bien dans le langage de la coach scolaire, à savoir accompagnement? Est-ce que ça vous fait peur quand l'un de vos enfants a une mauvaise note?
Bon, jusqu'à présent, mes enfants sont petits, mais je pense qu'il serait plus intéressant de faire une réflexion dans le sens des coachs. Il n'y a, je pense, aucun intérêt de crier aux enfants. Il faut plutôt essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est un problème de compréhension, c'est un problème de motivation, et essayer de résoudre le problème ensemble. Et vous pensez qu'on garde toujours son sang-froid face à une mauvaise note, à 2, 3 mauvaises notes? Les parents devraient faire un travail sur eux-mêmes dans ce sens. L'occasion d'aller voir la coach de vie. Exactement, parce que tout ce qui est imposé, surtout aux adolescents, qui est une période très critique et difficile, parce qu'il y a une période de maturation au niveau cérébral, parce que c'est une période de rébellion vis-à-vis de l'autorité en général et de l'autorité parentale. Alors on revient dans quelques instants pour continuer la discussion et notamment avec les questions des téléspectateurs, juste après une courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau, Donse dit-on, on continue notre émission de ce dimanche matin. Merci beaucoup de nous avoir choisis sur Médien TV. Allez, un petit rappel de nos sujets. Nous avons parlé du coach de vie, ce qui peut vous apporter avec Soraya Drissi, coach certifié hypnothérapeute. Nous parlons des adolescents avec des petits soucis scolaires, pas véritablement de grosses difficultés, mais voilà comment rattraper le coup, comment les comprendre, comment les écouter, comment les impliquer dans le changement. Le passage à l'heure d'hiver dans quelques semaines, quel impact sur notre bien-être? Et puis si vous avez envie de transpirer, rendez-vous avec Nabil dans quelques instants on a testé pour vous un coach sportif individuel. Voilà. On revient avec vous, Iman Belhassan, coach certifié scolaire adolescent, sur notre thématique, ces enfants, ces ados qui démarrent l'année scolaire avec quelques difficultés, comment les aider? Vous l'avez dit, beaucoup d'écoute, ne pas du tout être dans le reproche, mais être dans l'écoute, dans l'échange et ne pas être dans le jugement. Nous avons des questions de téléspectateurs pour vous. On y va. Alors, la première question dit « Mon fils a 15 ans, il n'a pas effectué sa rentrée 2018. Y a-t-il une alternative à l'école ?» Là, c'est peut-être un autre... c'est un cas un peu plus extrême. Franchement, je ne peux pas répondre comme ça. Donc, est-ce qu'il est malade? Qu'est-ce qui vous dérange dans cette question, dans l'interrogation de la personne? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une alternative? Oui, bien sûr, il y a une alternative. Il y a les centres de formation professionnelle. Il y a le fait de pouvoir rester une année sans aller à l'école et ensuite revenir. Ce n'est pas fermé. L'école n'est pas fermée à cet âge-là. Si cet enfant a eu des problèmes ou quoi que ce soit, bon, alors s'il a réussi à les dépasser, eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas trouver une autre ouverture vers quelque chose qu'il veut faire plus spécifiquement? Une année blanche aussi. Une année blanche aussi, ça peut lui faire du bien. Bien, c'est ça. Pour se soigner, pour... Les parents ont souvent peur de l'année blanche, ont souvent peur du redoublement, ont souvent peur de perdre du temps, mais il n'y a pas de temps qui est perdu en fait. Il n'y a aucun temps perdu. Le redoublement, bon, a prouvé son inefficacité. C'est ça. Le redoublement a prouvé son inefficacité, mais par exemple, quand il y a des problèmes, des difficultés autres que scolaires, et que la personne ne peut pas aller à l'école, à ce moment-là, oui, ce n'est que pour guérir, pour soigner ses souffrances, pour soigner sa maladie, et ensuite revenir. Absolument. Absolument. On y va pour l'autre question. Alors, deuxième question de téléspectateurs. Existe-t-il des cellules de suivi d'ados en difficulté scolaire? Dans certaines écoles. Dans certains lycées, dans certaines écoles, oui, il y a des cellules d'écoute, il y a des cellules de suivi. Même il y a des administrations, des professeurs qui les prennent par la suite en petits groupes pour leur montrer, parfois c'est montrer juste comment travailler. Comment travailler, parce que l'adolescent n'a pas l'outil. Des fois, on a des adolescents qui sont en train de travailler pendant 4 heures, 5 heures, ils sont assis à leur bureau, etc. Mais le résultat, au bout, c'est de l'inefficacité. Totale, absolument. Totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cet adolescent est bête? Non, il n'est pas bête. Il est tout à fait assez intelligent pour suivre ses études scolaires qui sont faites pour tout le monde. Mais il n'a pas l'outillage. Comment travailler? Comment faire? Comment m'organiser? Comment devenir autonome? Ça serait bien aussi d'accompagner en classe, avec des séances pour tout le monde, ce type
ce type de compétences, parce que ce sont des compétences qui sont très importantes. L'organisation, comment travailler, comment hiérarchiser, tout ça, c'est important pour toute une classe. C'est pas uniquement pour un enfant, un ado qui est en difficulté. Oui, alors il y a dans certains lycées, ils le font. Ça s'appelle hors classe de vie. Et ça commence à partir du collège. Et les professeurs apprennent aux enfants comment travailler, comment s'organiser. À partir de la première année collège. Et c'est très important par la suite. Absolument. Parce que là, ils passent un maître ou une maîtresse, deux maîtresses, etc., à une panoplie de professeurs et de matières. Donc l'organisation change, tout change. Donc voilà, l'adolescence, c'est peut-être le moment où quelque chose va se déclencher, mais il ne faut pas voir ça comme une montagne, il faut dédramatiser, il faut être proche de son adolescent. Première cellule d'écoute, c'est celle de la maison, bien sûr. Celle de la maison. Merci beaucoup, Iman Belhassan, coach certifié scolaire adolescent. Alors, nous sommes dimanche matin. Est-ce qu'en général, à part d'être sur Médien TV, est-ce que vous aimez faire un peu de sport? Le week-end, la semaine, docteur Lairaqi? J'aurais bien aimé, mais question de temps. C'est vrai, c'est difficile pour vous? J'ai des difficultés à trouver du temps pour faire. C'est dans mes objectifs. On a peut-être une solution pour vous. Je vous en dis un peu plus dans quelques instants. Mesdames, Soraya, un peu de sport? De la marche. De la marche. Régulièrement, le week-end? Le week-end. Le week-end. Iman? De la marche. Oui. Oui. Régulièrement. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, c'est un bon rythme, absolument. Oui. Alors, docteur Omar Lairaqi, vous dites que vous n'avez pas assez de temps, n'est-ce pas? Exactement. Mais il y a ce qu'on appelle les coachs individuels, les coachs personnels de sport, qui peuvent s'adapter à votre temps, en fait. Ça dépend de votre organisation, ils peuvent se greffer à votre organisation. Si vous voulez en savoir un peu plus, on présente ça aussi à nos téléspectateurs tout de suite. On a testé pour vous, Nabil est parti transpirer avec un coach individuel. On regarde. Salut Yasmine, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Nous avons testé pour vous. Et aujourd'hui, je teste pour vous un coach sportif. Bonjour Kulthum. Bonjour Nabil. Merci de nous accueillir dans cette belle salle. Marhaba, avec grand plaisir. Comment tu en es arrivé au coaching? C'était un parcours un peu spécial. Je faisais de la compétition en lutte. Je faisais ça depuis l'enfance. Et après, au fur et à mesure, je voulais transmettre mon savoir aux gens, leur faire découvrir un peu le plaisir de faire le sport. C'est pour ça que j'ai choisi le coaching. Les gens, quand ils arrivent ici la première fois, généralement, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ça dépend. Il y a des gens qui cherchent à faire le sport juste pour le plaisir, d'autres qui cherchent vraiment à perdre du poids, sinon à se renforcer. Donc je te cache pas que j'aimerais bien avoir des abdos et perdre un peu de poids. Mais la perte du poids, ça passe d'abord par un régime alimentaire. Mais moi, je te propose un bilan. On va prendre quelques paramètres et sur la base de ces paramètres, on va faire notre programme des entraînements. Là, je t'invite à me suivre. Un verdict, Kulthum? Alors Nabil, d'après tes résultats, on a vraiment du boulot à faire. Dès que tu es allège, on va établir un programme des entraînements selon les résultats. Mais d'abord, je vais te faire quelques exercices. Je ne vois un peu tes capacités musculaires. Dès que tu es allège, je la veille. Ça marche. Donc je te remercie Kulthum pour cette séance. Avec plaisir Nabil. J'ai trouvé ça un peu bizarre de démarrer la séance par un bilan, mais maintenant je comprends l'intérêt. Exactement, le bilan c'est fait pour ça. Il faut comprendre d'abord les paramètres comme je t'ai montré. Sur la base de ces paramètres, on fait notre programme des entraînements. Et en plus, je veux voir avec toi un point qui est vraiment important, c'est la nutrition diététique. Il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu manges et voilà. Promis, j'arrête les gâteaux. Ok. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nous avons testé pour vous. Prenez soin de vous. À toi Yasmine.
À moi, mais moi je suis installée tranquillement. Hein. Ce matin, on est bien dans le plateau, pas de sport. On en a parlé il y a quelques instants. Alors, justement, docteur El-Araqi, ça vous intéresse cette formule? C'est sympa quand même? Ça pourrait être une possibilité si c'est adapté par rapport aux horaires de chacun. Horaires. En général, le coach personnel, coach sportif personnel s'adapte Ce serait une bonne alternative. Ce serait une bonne alternative, absolument. Mesdames, c'est intéressant, Imen? Oui, pour une personne qui n'arrive pas à trouver son créneau. Mais avoir des exercices comme ça, ciblés, adaptés aux besoins, muscler ce qu'il faut, faire rentrer ce qu'il faut. Ça dépend de la personne. Moi, je suis bien dans ma marche. Je suis bien dans ma marche, donc je ne cherche pas autre chose. Soraya, j'imagine que vous êtes bien dans votre marche aussi. Exactement. Absolument, je le sentais aussi. Alors, le changement d'heure, le passage à l'heure d'hiver arrive. C'est pour le 28 octobre prochain. Le dimanche 28 octobre, on se réveillera avec une heure en moins. Est-ce que ça a un impact sur notre santé, notre bien-être? On en parle tout de suite. Docteur Omar El-Araqi, merci d'être là. Nous parlons avec vous de ce changement d'horaire et son impact sur notre sommeil, puisque finalement, c'est un petit peu ce qui perturbe le plus les gens. En tout cas, c'est ce qui fait parler le plus. C'est à quelle heure je dors et à quelle heure je me réveille, bien plus que le reste de la journée. Un petit sujet réalisé par notre équipe et on revient en plateau. Le changement d'horaire, c'est-à-dire le passage, par exemple, à l'horaire d'hiver, où on diminue une heure, généralement les gens ont tendance à mieux dormir. Les études ont montré qu'une personne ayant passé une bonne nuit, c'est-à-dire entre 7 et 8 heures de sommeil, voire 9 heures pour certaines personnes, dépendamment de chacun, ces personnes-là auront tendance à mieux manger sur le lendemain, au petit déjeuner et durant toute la journée. Contrairement à cela, des personnes qui dorment moins bien, elles auront tendance à consommer déjà beaucoup plus d'aliments gras, beaucoup plus d'aliments sucrés, et ce qui va résulter en fin de journée avec un apport calorique excédentaire de 400 calories par rapport à des personnes qui ont mieux dormi. Ça risque d'impacter notre vie, notamment sur l'organisation familiale. En tout cas, c'est de nouvelles habitudes à prendre. Et bon, en plus, pourquoi? Je suis pas trop sûre que ça serve à grand-chose. Le passage de l'horaire à l'hiver, ça me dérange pas. Durant le changement d'horaire, la personne aura certaines conséquences sur son organisme, dépendamment de sa qualité de sommeil. Une meilleure qualité de sommeil aura un effet direct sur la concentration de cortisol dans notre organisme. Cette concentration, plus cette cortisol est élevée, plus cette personne aura envie de manger parce que c'est une hormone qui favorise l'appétit. Ça va surtout impacter, à mon avis, les enfants pour ce qui est du sommeil et du réveil. Ça va être difficile. Et puis nous aussi, les adultes, pour le matin se réveiller. Moi, en fait, je suis assez mitigée vu que, en fait, c'est vrai que je dors moins la nuit. C'est assez embêtant le matin. Je suis très fatiguée le matin, mais ça me permet aussi d'avoir plus de temps pour réviser, pour faire mes devoirs. Après, je sais pas trop. Je suis assez mitigée sur la question. Ça m'arrange et ça m'arrange pas. Alors, docteur Omar El-Araqi, si on a bien compris, en fait, finalement, ce changement d'heure n'a pas véritablement d'impact, surtout le changement d'heure d'hiver. Mais est-ce qu'il y a quand même des personnes fragiles, les personnes qui ont déjà des problèmes de sommeil, les adolescents également qui ont un sommeil perturbé? Est-ce qu'il y a des conseils spécifiques à cette catégorie de personnes? Alors, les conseils à suivre, ce sont toujours les conseils pour tout le monde. Sauf que ces catégories-là que vous avez évoquées, c'est des gens qui auront plus de difficultés à pouvoir se recaler. Ça, il faut plus de temps. Plus de temps. Et par contre, si les gens ont déjà un problème d'insomnie, c'est une autre gestion. Ce n'est pas seulement les bonnes hygiènes de sommeil, sinon qu'ils doivent être pris en charge pour leur insomnie, notamment par psychothérapie, la thérapie du type thérapie cognitivo-comportementale qui donne de très bons résultats. Maintenant, l'adolescent, c'est une période transitoire. Les adolescents, physiologiquement, ils ont un retard de phase, c'est-à-dire qu'ils n'ont peuvent pas dormir tôt, il ne faut pas aller à l'encontre de ça. C'est une période difficile et donc c'est tout à fait normal. Ok, alors je vous donne l'exemple d'un enfant par exemple. En général, on envoie les enfants au lit à 20h. Le nouveau 20h, ce sera le 19h en fait. Donc c'est... Est-ce qu'on les envoie à 19h ou on les envoie il faut, ça c'est pour se recaler, comme je vous ai dit, c'est sur 2 jours. Donc s'ils suivent les bonnes règles d'hygiène de sommeil, ils vont se recaler sur 1-2 jours. Maintenant, les problématiques spécifiques à l'adolescent resteront. C'est-à-dire, si on parle de l'heure réelle au moment où ça a été changé, ne pas réfléchir sur l'ancienne heure, il continuera à dormir
plus tard qu'un adulte. Il faut toujours réfléchir avec l'heure qui est actuelle et donc, pas se... Donc, comme je vous ai dit, les bonnes règles d'hygiène de sommeil, c'est ne pas s'exposer à la lumière le soir pour pouvoir dormir plus tôt, et le matin, s'exposer à la lumière le matin pour pouvoir se réveiller. Elle est éveillante. Pas de sport en fin de journée, parce que tout ce qui augmente la température corporelle rend difficile le sommeil, empêche l'endormissement. Pas d'accident le soir, pas de repas très copieux, surtout pas de tablette, pas de PC en fin de journée, et surtout pas la télé dans la chambre. Donc la chambre est réservée spécifiquement au fait d'aller dormir ou pour les relations entre un couple, mais ce n'est pas du tout ni pour manger, ni pour boire, ni pour regarder la télé. Alors, mesdames, est-ce que ça vous inquiète en général, ça vous stresse ce changement d'heure, Iman ? Non, pas du tout. Moi, je pense, comme Dr Alaqi l'a dit, quand il est 20h, il est 20h. Il n'y a plus d'ancienne heure ni de nouvelle heure. Il est 20h, il est 20h. Un enfant qui est habitué à se coucher à 20h va aller se coucher à 20h. Peut-être que ça lui prendra un peu plus de temps, qu'il va rester dans son lit, lire une histoire, etc. Mais ça va finir par venir au bout d'un jour ou deux. Soraya ? Moi, j'aime bien en fait ce changement d'heure spécialement. 1 heure en moins. 1 heure en moins. Parce qu'en fait, surtout pour le matin, ça me permet de me réveiller plus tôt parce que je suis habituée avec l'ancienne heure. Et donc, en fait, Vous gagnez sur la journée. Exactement. Absolument, je suis d'accord avec vous. Alors, nous avons des questions de téléspectateurs. On y va. On a une première question qui dit « Avec mon mari, on n'est jamais d'accord. Finalement, on dort 1 heure de plus ou 1 heure de moins ?» C'est vrai, en plus. On dort 1 heure de plus ou 1 heure... On dort 1 heure de plus, je crois. Je ne sais pas. On a la possibilité de, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. Justement, il faut se recaler sur la nouvelle heure. Avec le même nombre d'heures de sommeil. Exactement. Et surtout, la difficulté va durer 2-3 jours. Mais le plus important, que je n'ai pas dit tout à l'heure, à part tout ce que j'ai dit, il faut garder une régularité de l'heure du réveil. Ça, c'est très important pour se recaler, se réveiller toujours. Oui, mais si on a l'habitude de se réveiller à 7 heures, c'est le nouveau 8 heures. Non, il faut oublier c'est ça. Le nouveau 7 heures, c'est l'ancien 8 heures. On va même pas... si le nouveau 7 heures, on va se réveiller... Si on se réveillait à 7 heures, on va continuer à se réveiller à 7 heures, indépendamment du nouveau ou de l'ancien. On va peiner sur 2-3 jours, mais notre horloge, qui est très très bien faite, va se recaler, comme je vous ai dit, grâce à la lumière du matin. Parce que Soraya se réveille en fait à 7... Si j'ai l'habitude de me réveiller à 8 heures, je peux facilement me réveiller à 7 heures parce que c'est l'ancienne. C'est à 8 heures. Psychologiquement, c'est ça. Ben oui, mais c'est bien aussi. Il ne faut pas rester sur l'ancienne heure, il faut s'adapter à la nouvelle. Très bien. Désolée. Dit le spécialiste. Deuxième question, on y va. Alors, deuxième question, parler d'impact sur l'équilibre, n'est-ce pas excessif ? Vous êtes d'accord, c'est excessif. Quand on parle d'impact sur l'équilibre et le bien-être, vous trouvez que c'est excessif? Parce que vous dites qu'on a besoin de 48 heures de jour pour se recaler. Ben oui, on a besoin de 48 heures pour se recaler maximum. Maintenant, les gens qui se plaignent beaucoup, qui ne se recalent pas et qui refusent de réfléchir avec l'heure qui est réelle à ce moment-là, ben, ils vont peiner durant toute la période parce qu'ils peuvent être en privation continue de sommeil, d'où tous les problèmes qui peuvent être engendrés, troubles cognitifs, troubles donc attention, mémoire, irritabilité et même sans oublier les risques même d'accidents de la route. S'ils sont en privation de sommeil, donc accident de la route et accident de travail. Absolument, absolument. Donc, vous voulez bien dormir, soyez zen, ne réfléchissez pas trop à plus ou moins, juste mettez-vous au lit et ça va finir par venir. Alors, je ne suis pas d'accord. Ah, ok, je pense avoir bien résumé. Je ne suis pas d'accord de se mettre au lit. Dites-nous, docteur. Alors, on ne se met jamais au lit d'avoir envie de s'endormir. C'est ça. Parce qu'on a un lien entre le fait de se mettre dans le lit et de vouloir dormir. Il faut garder ce stimulus-là. Donc, on se met en lit quand on a envie de dormir. Quand le sommeil se fait ressentir. Exactement, et pas quand on est fatigué. Donc, quand on bâille, quand on a les paupières lourdes, mais pas quand on se sent fatigué. Et on se réveille toujours à une heure régulière. Donc, si vous mettez au lit pour d'autres choses et vous allongez le temps passé au lit... Un petit livre au lit? Ah non, activité relaxante hors du lit. Donc, en fin de journée, c'est vrai, activité relaxante, lecture, musique, mais dans un fauteuil, et on part dormir une fois que le sommeil est là.
Parfait, retenu. Je dis plus rien après vous, docteur Al-Araqi. Merci beaucoup. C'était un plaisir de passer ce dimanche matin avec vous. Docteur Al-Araqi, spécialiste du sommeil et de ses pathologies. Soraya Drissi, coach certifié hypnothérapeute. Et Iman Belhassan, coach certifié scolaire adolescent. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. On laisse aussi Nabil Hassem se reposer. Il a bien testé pour nous une séance de coaching sportif individuel. On vous retrouvera la semaine prochaine. Merci pour votre confiance. Un grand merci à toute l'équipe qui nous accompagne, de Tanger à Casa en passant par Rabat. Au revoir, bonne semaine.